Bon, salut tout le monde, bienvenue à bord. Ici Bob, toujours fidèle au poste. Aujourd'hui pour vous parler de couteau. Donc le couteau qui nous intéresse beaucoup au niveau du survivalisme. Là, l'idée de ces deux vidéos qui vont se suivre, c'est de vous faire une présentation un petit peu technique de quelques notions pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau des couteaux, au niveau des aciers, au niveau du traitement thermique qui suit la fabrication du couteau et au niveau de certains modes de construction qui nous assureront une certaine solidité sur les couteaux. Donc dans cette première partie, je vais déballer un peu de technique, et dans l'autre moitié de la vidéo, dans la deuxième vidéo, je vous ferai une présentation avec un peu plus de questions, de réflexions qu'on pourrait se poser pour choisir un couteau adapté à notre usage en survie. Alors dans un premier temps, j'ai parlé des aciers. Alors oui, il faut savoir que le premier constituant d'un couteau, ce qui nous intéresse le plus au départ, c'est l'acier. Alors ce qu'on doit savoir, c'est qu'au niveau de la fabrication d'un couteau, on a trois types d'acier. Trois types d'acier. Les premiers, ce sont les aciers carbone. Les deuxièmes, ce sont les aciers inox. Et les troisièmes, c'est relativement récent au niveau de la coutellerie. Ce sont des aciers dits de la métallurgie des poudres. Alors, dans un premier temps, juste avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une lame de couteau, on va lui demander deux choses contradictoires. On va lui demander premièrement d'être souple, pour résister aux contraintes mécaniques si jamais on l'utilise, si jamais on le tord ou on le fait travailler en flexion. Une souplesse, et de l'autre côté on va lui demander de la dureté. De la dureté pourquoi? Parce qu'une lame qui sera dure va mieux conserver son tranchant, et forcément comme vous voyez du verre qui raye les autres matériaux, une lame dure pourra trancher plus facilement les autres matériaux. Alors, d'un côté, vous avez votre morceau de verre là, qui est bien tranchant, bien dur, etc. Et de l'autre, vous avez votre balle de caoutchouc qui est toute malléable, mais qui ne rayera absolument rien et qui ne coupera rien. Et ce qu'on demande à une lame de couteau, c'est d'être à la fois, c'est de regrouper à la fois ces deux qualités. Alors vous comprenez bien qu'on ne peut pas tout avoir, qu'à un moment, il va falloir soit pencher plus vers la dureté et vers le tranchant, ou plus vers la souplesse, mais avec un matériau un peu plus tendre, avec un acier un peu plus tendre. Alors, on a aussi dans le choix de notre couteau, là, de notre acier, une propriété importante, c'est la résistance à l'oxydation. Alors, une résistance à l'oxydation qui, de toute façon, un acier va s'oxyder, hein, qu'il soit inox ou qu'il soit dit au carbone, mais l'inox, lui, s'oxydera avec un temps beaucoup plus long, dans un temps beaucoup plus long. Il demandera peut-être un petit peu moins d'entretien. En parlant d'entretien, le quatrième facteur qui nous intéresse sur une lame de couteau, c'est sa facilité à se faire affûter. Effectivement, vous prenez un matériau, rappelez-vous, bien dur et bien tranchant, forcément il sera plus difficile à affûter qu'un matériau plus tendre. D'où le choix qu'on a au niveau des aciers, et le choix qu'on devra faire nous, quand on voudra notre couteau, et à positionner le curseur dans la zone, dans l'endroit où que l'on voudra privilégier en fait. Alors au niveau des aciers carbone, alors l'acier à la base c'est du fer dans lequel on ajoute du carbone par des procédés de fonderie, etc. Donc quand on dit un acier au carbone, en fait c'est comme si on disait du feu qui brûle ou de l'eau qui mouille. Ça veut dire deux fois la même chose. Quand on a appelé ça acier carbone, c'était simplement pour faire la différence commerciale entre de l'acier ordinaire et de l'acier inox. C'est mieux de dire acier carbone que acier ordinaire, évidemment. Alors l'acier carbone, voilà. Un couteau comme ça, par exemple, c'est fait en acier carbone. Un couteau comme ça aussi. Mais on peut trouver ça, en acier carbone. Donc ceux-ci, en général, sont phosphatés, on appelle ça un phosphatage, hein, un revêtement noir, pour limiter l'oxydation. Donc ça, c'est vrai sur des couteaux assez traditionnels, on va dire manche en cuir, lame, voilà. Celui-ci, c'est le Mora, hein, vous l'avez reconnu. Donc lui, il est en acier carbone, et vous voyez qu'il commence à se patiner un petit peu hein, sur le bout de la lame, il se ternit un peu, c'est ce qu'on appelle la patine, c'est de l'oxydation de surface. Et ça trahit l'origine acier carbone de cette lame. Alors l'acier carbone, on va retenir des qualités importantes pour lui, et c'est celui qu'on a utilisé en premier dans la coutellerie. Il est souple, il est facile à affûter, il a un tranchant très fin. Donc un tranchant très fin, pourquoi? Parce que tout simplement, le mélange des atomes de fer et de carbone fait qu'on peut l'affûter de manière très fine et avoir un fil assez fin
qui sera plus, comment dire, qui sera peut-être plus, un petit peu plus tendre que d'autres types d'acier, mais qui sera facile à affûter et à conserver, en tout cas avec son fil très fin. Donc pour vous citer quelques noms d'acier comme ça à la volée, vous avez le 1095 avec la désignation américaine, vous avez le SK5, vous avez le X75, le X100 ou XC75, XC100. Voilà, vous avez plusieurs normes américaines, européennes, françaises, japonaises. Et bon, les désignations d'acier, il y en a un peu partout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit tableau qui reprend certains noms d'acier assez communs en coutellerie, et avec une équivalence à peu près pour dire voilà, telle qualité et tel nom correspondent à tel niveau d'acier. Alors voilà pour les aciers carbone. Donc on retient qu'ils sont faciles à affûter, qu'ils sont souples et qu'ils ont un tranchant très fin. Malheureusement, ils auront tendance à s'oxyder assez vite. Et c'est pour ça que dans l'évolution des matériaux, etc., on est arrivé à trouver de l'acier carbone, de l'acier inox. Alors l'acier inox, voilà, par exemple, ça, c'est de l'acier inox. Alors ceux-ci ne sont pas revêtus d'un traitement phosphate ou d'une peinture au titane ou à l'oxyde de titane ou je ne sais quoi. Ceux-ci sont laissés en finition satinée pour celui-ci également, et celui-ci en finition un peu plus brillante. C'est de l'acier inox, on peut se permettre de les laisser comme ceci avec l'acier nu, parce que justement, ils s'oxyderont peu, ou en tout cas très lentement. Ça, c'est de l'acier inox. Mais vous voyez qu'il est revêtu d'une parure d'oxyde de titane, moi je crois que c'est d'oxyde de titane, et là, bon, c'est simplement pour le look, hein. Ça aide à protéger, mais ça c'est de la US 8, c'est de l'acier japonais de très bonne qualité, et au niveau oxydation, je ne suis pas trop inquiet dessus. Voilà. Alors pour nos aciers inox, donc vous aurez compris, par comparaison aux aciers carbone, que les aciers inox seront plus durs, seront un peu plus difficiles à affûter, mais qu'ils ne rouilleront pas, ou en tout cas peu, et lentement. Donc l'avantage des aciers inox par rapport au carbone, c'est surtout le fait qu'ils vont conserver un tranchant assez durable et qu'on pourra se permettre de moins les entretenir. Vous pouvez l'oublier une demi-journée et le nettoyer qu'après, le couteau ne s'abîmera pas. Ne faites pas ça avec un acier carbone parce que la lame va se patiner très rapidement. Voilà, donc l'acier inox, lui, donc, il est composé également de fer. Il y a beaucoup moins de carbone que dans un acier dit au carbone, qui lui en contient 2% à peu près, jusqu'à 2%. Un acier inox va en contenir moins de 1% et encore moins que ça. Par contre, il va contenir beaucoup de chrome. Donc le chrome, chrome vanadium, machin, le chrome sur les bagnoles et tout. Le chrome à partir de 13%. À partir de 13% mélangé à du fer, on considère que ça devient de l'acier inox. Mais c'est pas tout. Selon les nuances d'acier que l'on veut obtenir, on peut faire toute une cuisine avec une tambouille de poudre de machin et tout, et on peut rajouter du molybdène, on peut rajouter du vanadium, on peut rajouter du titane, on peut rajouter du silicium, et divers et autres, du nickel, divers et autres matériaux en proportion variable pour obtenir certaines qualités dans un acier inox. Donc là où je vous ai cité 3 ou 4 références d'acier carbone, je pourrais vous en citer des dizaines en acier inox, le 440A, le 440C, le 420, la US6, la US8, la TS55, la TS34, j'en passe et des meilleurs. Bon, tous ces aciers-là sont des aciers inox avec plus ou moins de petits éléments, molybdène ou autres, qui sont mélangés dans des proportions variables. Donc ça, ce sont nos aciers inox avec leur qualité de dureté de lame et de tranchant durable, et d'oxydation, de sensibilité moindre à l'oxydation. Par contre, évidemment, ils seront un petit peu plus difficiles à affûter, de manière générale, je parle de manière générale, parce qu'on a toujours des exceptions, mais cela demanderont un travail un peu plus assidu sur la pierre. L'autre type d'acier que l'on trouve en coutellerie, donc ce sont les aciers issus de la métallurgie des poudres. Alors la métallurgie des poudres, ça existe depuis un certain nombre d'années, c'est pas tout nouveau, et on fabrique les garnitures de frein, les plaquettes de frein avec ça, c'est-à-dire qu'on prend le matériau qui nous intéresse, donc là ce sera du fer,
que l'on va réduire en poudre très fine, et on utilisera d'autres matériaux d'alliage, ça peut être le chrome, ça peut être le cuivre, ça peut être d'autres choses, et on va réduire tout ça en poudre très très fine, plus fine que de la poussière. Mélanger tout ça, on va touiller comme il faut, on va faire notre cuisine, et on va passer tout ça sous une presse hydraulique. La presse hydraulique qui va compresser ça sous plusieurs dizaines de tonnes, voire davantage, et qui va nous former donc des lingots, des barres, ou éventuellement même directement des lames, avec cette mixture de poudre. Donc ça ne suffit pas, ça va faire une certaine rigidité à la lame, mais évidemment ça ne suffira pas pour lui faire endurer toutes les contraintes qu'on va faire à un couteau, qu'on va faire subir à un couteau. Donc on va passer ces lames qui ont été pressées au four. À la cuisson, ça va se souder entre guillemets, les particules vont se souder entre elles, et là on aura un acier qui redeviendra un acier comme on le connaît en métallurgie classique. Donc ces métaux issus de la technologie des poudres, vous comprenez bien que ce sont des procédés qui ne sont pas forcément répandus partout, donc ils seront plus rares, ils seront plus chers, et ils auront des propriétés très intéressantes. Parce que justement, en faisant ce mélange de poudre, on va pouvoir se permettre de faire des alliages, des mélanges que l'on ne peut pas faire en métallurgie classique. On va faire des trucs improbables en mélangeant des ingrédients bizarroïdes, et au final, ça va nous sortir des propriétés résistance à l'oxydation, ça va nous sortir des propriétés de résistance mécanique, et ça va nous sortir aussi des propriétés de finesse incomparables au niveau du tranchant. Parce que sur les métaux forgés classiquement, on arrive à un certain degré de finesse au niveau du tranchant, qui sera largement dépassé par des métaux issus de la technologie des poudres, parce que cette poudre très très fine, on arrive à un grain tellement fin qu'on arrive à dépasser la finesse d'une lame usinée de manière classique en métallurgie traditionnelle. Donc c'est cette finesse du grain, ces grains de poudre tellement fins, qui permettent de faire un tranchant très très affûté, très très fin, sur ces métaux de la technologie des poudres, qui, eux bien entendu, seront beaucoup plus chers que les métaux classiques. Voilà, donc un petit topo rapidos là sur les métaux. Donc vous retenez donc, les aciers carbone souples, faciles à affûter, tranchant fin, mais qui s'oxydent. A l'inverse, les inox s'oxyderont beaucoup moins facilement, mais seront un peu plus rigides et conserveront un tranchant plus durable, mais seront plus chers à affûter. Et les métaux issus de la métallurgie des poudres, les aciers issus de la métallurgie des poudres, eux auront un petit peu toutes les qualités, mais bon voilà, on n'est jamais sur du parfait. Et de toute façon, ils seront beaucoup plus chers. Alors, ça c'est pas tout. Quand on fabrique notre lame de couteau, on va faire notre acier, le forger, le mettre en forme, mais ça ne s'arrête pas là. Il se passe une deuxième chose, une deuxième étape dans la fabrication de la lame, c'est le traitement thermique. Alors, le traitement thermique, vous avez déjà entendu parler des aciers trempés, donc c'est exactement ça. C'est la trempe de notre lame que l'on va chauffer assez fort, plusieurs centaines de degrés, et que l'on va refroidir brutalement. Notre acier qu'on aura cuit à 700, 800, 1000 degrés, ça dépend des types de métaux. On va le chauffer un certain temps et d'un coup, on va le plonger dans un baril de flotte ou d'huile, ça dépend, pour le refroidir. Et ce refroidissement très brutal va donner beaucoup plus de dureté à la lame. Plus de dureté, rappelez-vous, ça veut dire plus cassant. Donc pour éviter que notre couteau devienne une faïence de Ming qui va se péter au moindre effort, même s'il est super dur, on va lui faire un deuxième traitement thermique à la suite de la trempe, et ça s'appelle un recuit ou un revenu. C'est en fait une deuxième cuisson qui va chauffer moins fort que pour la trempe et qui va monter en température très progressivement, qui va faire son petit travail de cuisson pour adoucir un peu le métal qui aurait été très dur par la trempe, et on va redescendre doucement en température pour amener l'acier à travailler de manière plus souple. Et donc on aura enlevé un petit peu de dureté à notre lame. Au final, la trempe lui aura donné plus de dureté qu'à l'origine, le revenu lui aura diminué un peu sa dureté, mais on se retrouvera quand même avec un couteau plus dur qu'à la base. Vous comprenez bien que ce traitement thermique est assez exigeant au niveau des temps de cuisson, au niveau des températures, au niveau de la façon de tremper la lame. Et ça, si votre coutelier ne maîtrise pas ce procédé de fabrication, vous aurez beau prendre l'acier le plus cher du monde, si vous loupez le traitement thermique, vous aurez une barre à mine, vous n'aurez pas un couteau. Votre machin ne sera bon à rien. Il sera fragilisé, cassant et pas efficace. C'est pour ça que mon conseil, quand je vous propose de choisir un couteau,
c'est de choisir un coutelier reconnu qui connaît ses procédés de fabrication avant même de vouloir choisir le type de métal. C'est ça l'important dans un couteau, c'est d'avoir quelqu'un qui sait vous fabriquer un produit qui soit fiable. Après, qu'il soit en acier 420 machin ou qu'il soit en 154 cm qui coûte la peau des fesses, on s'en tape, parce que le principal c'est d'avoir un chasse qui tienne la route. Voilà, voilà, donc le traitement thermique, vous avez compris l'intérêt de ces choses-là. Le troisième point que je voulais aborder par rapport à la solidité d'un couteau, parce que oui, ce qu'on va demander à un couteau, c'est d'être solide, c'est... Voilà, n'importe lequel, voilà, celui-là. Allez. C'est le point de fragilité qu'on a sur un couteau. Le point de fragilité, on a celui-ci au niveau de la pointe de la lame, ça dépend de la façon dont on l'utilise. Si vous voulez ouvrir des huîtres avec, forcément ça va péter, c'est pour ça qu'on a des outils exprès pour ouvrir les huîtres. Le point de fragilité d'un couteau qui va être très pénalisant si jamais il casse, c'est là. C'est la jointure entre la lame et le manche. À partir de là, vous avez 4 modes de fabrication pour assurer cette jonction entre le manche et la lame. Le premier montage, c'est un montage dit le montage à soie. On va se rappeler celui-là, le montage à soie. Alors la soie, c'est pas celui qui fait le carré Hermès. Ce qu'on appelle la soie, c'est la lame qui va se prolonger de manière un peu plus fine dans le manche. Ça peut être sur une certaine longueur du manche, ou ça peut être jusqu'au bout. En l'occurrence ici, vous voyez, on a un espèce d'écrou avec des petits points. Bon, ça c'est un outil spécial hein, pour aller visser. Donc notre lame ne s'arrête pas dans le manche, notre lame fait toute la longueur et vient jusqu'au bout. Ils ont mis un petit pas de vis au bout et ils vissent là-dedans. Donc du coup, quand on fabrique le couteau, on enquille la garde, le manche, le pommeau, et ensuite on vient visser le tout. Et du coup, on se retrouve avec une pièce en acier qui fait toute la longueur. Et donc là, on a une solidité certaine parce que notre acier ne se prolonge, enfin notre acier ne s'arrête pas là au niveau de la garde. C'est pas un point de soudure, c'est pas de la colle. Si jamais vous avez une merde comme ça va vous péter dans les mains. Donc le premier montage, c'est le montage à soie. Je reviens à mon gros buck Frontiersman. Le deuxième montage, c'est le montage à plate semelle. Vous voyez, je me rappelle. Le montage à plate semelle, parce que là, la lame va se prolonger dans le manche, mais va faire toute la surface du manche. C'est-à-dire que là, tout le contour, c'est le même morceau de ferraille que la lame. Et ce qu'on appelle la plate semelle, c'est parce que les plaquettes qui viennent sur les côtés sont rapportées en sandwich de chaque côté du manche. Donc là, on est vraiment sur du procédé rigide, solide, parce que là, on perd quasiment pas d'épaisseur. Vous voyez, il n'y a pas de diminution très peu de diminution d'épaisseur là, à ce niveau-là. Donc là, du coup, effectivement, les efforts mécaniques, si jamais on fait de la flexion, seront bien répartis voilà, à ce niveau-là. Donc là, hein, vous voyez, on met notre garde, on met nos plaquettes, notre pommeau au bout, on rivette tout ça ou on le colle, et ça nous fait un super schloss pour pouvoir aller planter des ours. Bon. L'autre type de montage, le troisième type de montage, enfin c'est pas vraiment un montage puisque là du coup ce sont des couteaux monoblocs. Alors ça c'est un couteau de cuisine, un truc tout bête. Donc là en fait vous voyez bien que la lame est taillée avec le manche dans le même morceau de ferraille. Bon ça c'est de l'acier de qualité très moyenne. Et là du coup c'est pour l'illustration, voilà. Ici un morceau de ferraille que l'on va polir, meuler, usiner et au bout on va vous en sortir une lame. Bon, quitte à rajouter un mauvais insert en plastoc pour une soi-disant prise en main, qui en fait ne sert pas à grand chose. Voilà, ça c'était juste pour l'illustration, le montage intégral. Pour le couteau monobloc. Le dernier exemple, le dernier mode d'assemblage d'un couteau, je ne l'ai pas, parce que je considère qu'il est mauvais, je ne l'aime pas. C'est le montage dans lequel vous aurez un manche creux, une sorte de tube, au bout duquel vous allez visser une boussole, et dedans vous allez foutre votre fil de pêche, vos hameçons, vos allumettes, machin. Et comme vous avez un tube creux, forcément vous n'aurez pas une barre de ferraille qui va traverser tout le manche, et donc du coup votre lame va s'arrêter là. Elle va s'arrêter ici, sur le point de fragilité, et vous aurez une résistance beaucoup moins importante que sur les autres types de montage. Donc là, voilà, je pense à un certain modèle, bon je ne vais pas citer la marque ni le modèle, mais ceux que vous trouvez à 20 balles à la farfouille, vous oubliez, parce que vous avez une lame avec un mauvais bout de rivet ou une pauvre vis à la con qui va vous raccrocher ça sur le manche, et ça ne vous garantira aucune solidité. Donc ça, on oublie. Bon, lui,
Il n'y a pas de souci, c'est un montage à soi. Hein, là, on peut y aller, on peut ouvrir une caisse en bois avec ça, une caisse cloutée. Celui-là, il ne va pas vous péter dans les mains. Hein, bon petit Camillus. Allez, une dernière chose, tant que j'y suis, pour vous parler un peu de technique sur les couteaux, c'est l'épaisseur de la lame. On parlait de solidité par rapport au montage entre le manche et la lame. Il y a une chose importante aussi, c'est l'épaisseur de la lame qui va vous garantir une certaine solidité. On prend celui-là, celui-là, allez. Donc là, le petit sock Bowie, vous voyez l'épaisseur de la lame. Je ne sais pas si vous la voyez bien, là, voilà, toc. Donc là, on est facile à 5 mm d'épaisseur. Pour une lame qui fait pratiquement, pas 20 cm, mais 17 cm à peu près, 5 mm d'épaisseur au niveau de la lame, ça vous garantit une résistance très très fiable. Vous prenez ça, le couteau Glock, là, la baïonnette, donc qui celui-ci n'est pas, ils font pas la pub dessus, hein, c'est pas d'acier inox 420 machin, ou de l'acier carbone. Ça, je pense que au pifoscope, on est sur du carbone, hein, sur l'acier carbone. Hein. La plupart des aciers à baïonnette sont faits comme ça. Donc là, pareil, au niveau de la lame, vous regardez, on a bien 4 mm et demi, hein, bien tapé. Donc là, c'est pareil. On aura une lame qui est assez longue, qui est assez fine, mais l'épaisseur de la lame va se prolonger assez bas. Et du coup, on aura une solidité certaine de cette lame. Donc là, on est sur du montage à soie, hein, pareil. Hein. La lame descend jusque là, à peu près, peut-être même jusqu'au bout. Et ensuite on moule le plastique autour. Voilà, vous prenez ça, ça c'est le couteau Ontario Pilot Survival, donc celui-ci c'était développé pour les équipages aéronautiques, hein, dans les aéronefs, hélicos, avions. Donc là vous avez des petites dents pour couper, c'était pas pour couper du bois, à la base c'était pour couper les cloisons en aluminium des cockpits. Et là vous avez un bon gros pommeau là, en ferraille, et là vous pouvez péter les vitres, le plexiglas et tout avec. Voilà, c'était fait pour ça à la base. Donc celui-ci acier carbone, manche traditionnelle, rondelle pressée en cuir. Là, vous voyez le morceau qui dépasse, le bout. Hein, donc là, c'est bien un montage à soie. Le bout qui vient jusque là. Et la lame qui fait, ouais, c'est pareil, elle fait bien ses bons 4 mm et quelques. Alors certes, un petit peu plus fine que les autres. Et vous voyez que là, on est sur 12-13 cm de lame. On n'est pas sur 17-18. Donc forcément, une lame courte n'aura pas besoin d'être trop épaisse. Au contraire, plus la lame sera longue, plus elle aura besoin d'être épaisse. Voilà, sinon elle sera trop fine. Exemple de lame qui me semble un peu fine par rapport à sa longueur, ben tiens, c'est notre ami Mora. Nos amis d'ailleurs, parce que j'en ai deux. J'en ai deux. Donc vous voyez, donc ça c'est la version inox, dentelée, et ça c'est la version acier carbone qui se patine un petit peu, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Là le montage, c'est du montage à soie, mais je ne pense pas que la soie aille jusqu'au bout du manche, elle doit venir à peu près à la moitié. Et ensuite, ils ont donc des moules et ils injectent le plastique pour faire ils le moulent, hein, pour faire la forme du manche. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'un peu moins rigide et d'un peu moins solide que les autres montages. Et là, comme vous pouvez voir, l'épaisseur de la lame est moins conséquente. En même temps, je trouve que c'est pas idiot, parce que quand on voit une lame assez fine comme ça, on n'aura pas envie de forcer comme un bourrin, on n'aura pas envie de s'en servir comme un pied de biche. Et finalement, ça va éviter de se faire casser notre couteau qui va nous péter dans les mains, plutôt que de vouloir faire une utilisation stupide avec. Voilà, donc finalement celui-ci, bon, certains l'ont testé en bâtonnage ou autre, bon, celui-là je ne l'ai pas testé en bâtonnage, j'y jouerai pas trop, bon apparemment ça fait le boulot, mais en tout cas, voilà, celui-ci ne sera pas utilisé pour ouvrir des caisses, clouer, machin, ou pour faire levier. Il sera fin et fragile. Voilà, voilà, tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Bon, je pourrais vous en parler encore plus, hein, parce que bon, comme vous voyez, j'aime bien les couteaux, hein, j'en ai un petit échantillonnage ici. Bon, je ne veux pas faire trop long pour pas être trop barbant. Donc du coup, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, hein, balancez-moi tout ça en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Je laisse reposer tous ces bijoux-là et je vous rejoins tout à l'heure pour vous présenter donc, les réflexions, les questions à se poser pour choisir un bon couteau qui sera adapté à notre usage. Allez, à toutes!